Tout le monde me reçoit. Et, Oui. oui, OK. OK. Euh, je disais un grand merci à tout le monde, à ceux qui ont accepté participer à ce débat. Ce n'est pas une formation. Nous n'avons pas la prétention de vouloir vous donner une connaissance en la matière. Nous sommes dans une situation depuis quelques semaines, quelques mois, qui est la pandémie de COVID-19. Et en tant que chef d'entreprise responsable de société ou bien des professionnels dans le libéral ou dans quelque métier que ce soit, nous avons remarqué que la crise nous touche et ça a des conséquences négatives sur nos entreprises. Et notre activité économique est en train de prendre un coup. Je suppose que c'est à cause de ça qu'on s'est connecté pour pouvoir échanger sur ce sujet. Nous avons eu le plaisir d'entendre le gouvernement à travers le message de la nation du chef de l'État qui nous donne des idées ou bien un peu d'espoir par rapport à tout ce qu'on peut faire pour que, après cette crise, qu'on ne continue pas à vivre, parce que c'est important de continuer pas à vivre même après cette crise. Et pour nous, chefs d'entreprise, comment faire pour que qu'on ne finisse pas avec la crise, puisque la crise a fini à un moment donné, mais il ne faudrait pas que nous aussi nous arrêtons de vivre après la crise. C'est pour cela nous avons proposé échanger entre nous, responsables de sociétés, de fonctions libérales, autres, pour voir dans quelle mesure nous pouvons tenir bon jusqu'à la fin. Mais je vais essayer de rappeler en quelques points du discours du chef de l'État, par les points qui concernent les entreprises, pas tous les points. Les points qui nous concernent, on nous annonce la réflexion sur la situation des jeunes entrepreneurs. Quelqu'un dira qu'on ne pense qu'aux jeunes. La mise en place des mesures spéciales d'accompagnement pour le soutien de la production agricole. Je me dis, c'est logique puisque la production agricole est un des axes, le deuxième axe du PND. Et on nous annonce une réflexion est en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption des mesures de soutien à la consommation et à la production. Et il y a une étude par le gouvernement de la situation fiscale des entreprises. Quand nous entendons tout cela, nous disons, OK, cela veut dire que nous aussi, nous devons nous préparer, nous devons commencer par voir si on fait des études, s'il y a des réflexions, il faudrait qu'on participe à cette réflexion et dire ce que nous pensons de l'avenir de nos entreprises. C'était important pour nous. Pour ce débat, j'ai invité et ils ont accepté deux personnes, deux amis, deux personnes qui sont impliquées dans la vie économique dans le secteur privé. D'abord, un chef d'entreprise, Eric Ataï, qui est directeur de société à Lomé, et il est aussi élu consulaire, c'est-à-dire membre de la Chambre de commerce. Et Patrice Kokou, qui est fiscaliste. Vous comprenez que dans ces situations, les fiscs nous intéressent beaucoup. Et sûrement que ce serait, j'imagine que le débat va beaucoup tourner autour de lui. Donc voilà à peu près le sujet qui nous amène. Et d'abord, pour des informations pratiques, j'ai coupé le micro à tout le monde. J'ai essayé de couper le micro de tout le monde. Je ne sais pas si par hasard le micro de quelqu'un est encore ouvert. Mais puisque c'est un débat, vous aurez à participer au débat. Mais pour le faire, vous allez voir sur vos écrans ou bien sur vos smartphones, vous verrez votre nom, vous cliquez sur votre nom et vous aurez la possibilité de lever la main. Il y a un petit signe qui lève la main.
Et avec ça, nous allons ouvrir le micro à tous ceux qui demandent la parole. Après les interventions, nous allons encore couper pour que ce soit gérable. J'espère que tout le monde a compris le principe. Mais comment ça va se passer? Je vais essayer de donner le programme, comment ça va se passer tout le long de la rencontre, de la réunion. Voilà, je vais vous présenter le programme, comment ça va se passer. Voilà. OK. Voilà, nous aurons trois présentations. Trois présentations tenues par deux personnes. Tout à l'heure, en entrée, Eric Ataï va nous parler en tant que chef d'entreprise, la nécessité de ne pas arrêter de fonctionner, de ne pas arrêter les activités. Et il va partager son point de vue. Et nous prenons note et nous allons, au cours du débat, poser des questions ou bien apporter vos expériences. Dans un second temps, Patrice va toucher deux points. D'abord, maintenir les activités et protéger les salariés. Parce que, comme on le dit, quand on a les ressources humaines aussi, il faut voir comment on doit les protéger. Et la dernière intervention de Patrice va toucher le fait que quand on parle de fiscalité, il faut penser à ce que l'État doit continuer de fonctionner. Comme Patrice me l'a dit une fois, quand nous sommes en crise, ce n'est pas une manière d'abandonner, comment est-ce qu'on appelle, le droit de l'État de lever des fonds. Donc, voilà les différentes présentations qu'on aura. Il y a des gens qui s'ajoutent à la salle, oui. Donc, je reprends. Dans un premier temps, Eric Ataï va nous présenter son point de vue, ce qu'il pense, est-ce qu'on doit garder les activités en cette période de crise. Et après, Patrice va parler sur le plan social, maintien de l'activité, protection des salariés. Et le troisième point, continuité de l'État et survie des entreprises. C'est l'aspect fiscal de la chose. Voilà à peu près les grands moments que nous aurons au cours de ce débat. Tout de suite, si Eric est prêt, je peux lui laisser la parole. Eric, on peut? Ah, tu n'as pas... Ok, je t'active. C'est bon? Voilà, très bien. Le micro était fermé chez toi, c'est bon. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Je salue tous les participants. Je ne vais pas perdre du temps. On prend comme Patrice comme témoin. S'il y a problème de son, moi, il me dit. D'accord. Moi, je te fais de grands gestes. D'accord. Donc, je disais que j'envoie mes salutations fraternelles à tous les participants. Nous disposons de très peu de temps pour dire des choses essentielles. Je ne vais pas parler en faisant beaucoup de diplomatie, donc j'attaque le sujet en disant que c'est des échanges d'idées que nous faisons. Personne n'est expert dans les affaires de pandémie, etc. Donc, nous analysons juste notre environnement et nous disons ce que nous constatons et ce qui peut être fait. C'est une situation qui va avoir, comme tout le monde le sait, des conséquences très graves sur les entreprises elles-mêmes, sur les salariés, également sur l'État, parce que vous savez qu'en dehors des ressources fiscales, il y a d'autres personnes qui sont mieux placées pour parler de ça. Tout ce qu'il y a comme exportation est vraiment en chute libre à cause de la baisse des besoins. Donc, toutes les ressources de l'État vont être atteintes, ce qui fait que
enfin, de toutes les manières, dans une seconde partie, les entreprises et la population vont également se tourner vers l'État pour soutenir l'économie. Donc, le défi est très, très grand et on ne peut pas tous et tout attendre de l'État. C'est pour ça que les entreprises que nous sommes, que nous représentons, nous devons agir avec intelligence, réfléchir sur notre environnement direct et regarder ce qui peut être fait. Nous pouvons sortir des sentiers battus lorsqu'on a une activité traditionnelle qui marchait, essayer de voir par rapport à ses compétences, par rapport au métier dans lequel on est, quelle autre activité on peut être amené à faire et qui soit en phase avec le besoin actuel. Il n'est un secret pour personne de dire que, en réalité, gagner de l'argent, c'est de répondre à des besoins pour des gens qui sont capables de payer quelque chose. Et je voudrais saluer un peu en passant le dynamisme de certains concitoyens qui ont commencé à fabriquer des dispositifs de lavage de mains et à mettre rapidement en place une entreprise. C'est des petites choses qui sont vraiment très utiles et nous devons prendre exemple sur ce genre d'initiative. Bon, si ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui peut faire rapidement un changement d'activité, il y a certaines activités qui, de par leur nature, sont obligées de fermer, comme les agences de voyage. Mais il y a d'autres activités de prestation de services ou de livraison de produits qui ne sont pas obligés de s'arrêter parce que le besoin existe toujours, quand bien même ces besoins seront fortement ralentis. Bon, le défi est de savoir si, pendant ce temps, la production qui va être faite va être suffisante pour faire face aux charges fixes auxquelles l'entreprise doit faire face. Est-ce que l'entreprise est capable, quand elle est en relation avec l'extérieur, de faire face à ses engagements à l'étranger? Quelle va être, au lendemain de ceci, les fluctuations de devises pour que, puisque nous importons pour l'essentiel ce que nous distribuons ici, autant d'éléments. Je n'ai pas la prétention donc de faire le tour de la question, mais il y a tellement de secteurs d'activité que nous ne pouvons pas, comment dirais-je, cerner tout. Le résumé, c'est que chacun, dans son domaine, essaye de faire du mieux qu'il peut en observant son environnement et en étant proactif sur tout ce qui peut se faire pour gagner un peu plus d'argent. Je voudrais ajouter quelque chose pour finir, pour ne pas trop monopoliser la parole. Je pourrais peut-être revenir que il y a un aspect que je n'avais pas vu avant, c'est tout ce que nos compatriotes qui sont à l'étranger envoyaient comme fonds dans le pays, qui aidaient les mamans, les investissements privés qu'ils faisaient, etc. Tous ces fonds seront suspendus puisque eux-mêmes, ils n'auront pas de revenus. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en terminant par le fait que nous ne devons pas être défaitistes, nous devons rester combatifs et faire en sorte que les mesures qui vont être prises soient favorables aux entreprises, puisque c'est les entreprises qui sont le moteur de l'économie, et que nous puissions repartir de plus belle. Voilà. Et terminer en encourageant le gouvernement en étant l'écoute du secteur privé pour qu'ensemble, nous puissions redémarrer les choses. Je m'arrête là pour le moment. Je vous remercie. OK. Merci, Eric. Je vais essayer de résumer en une, deux phrases ton intervention. Il y a une phrase qui me plaît très bien. Tu as dit tout à l'heure, gagner de l'argent, c'est répondre aux besoins. Mais s'il n'y a plus de besoins, ça veut dire qu'on ne peut plus gagner de l'argent. C'est ma déduction. Mais tu as quand même fait remarquer qu'il faut quand même être réaliste et comprendre que les activités ont baissé. Et même ceux qui prenaient de l'argent de nos amis de la diaspora aussi, ils sont réduits, puisque même de l'autre côté, ils n'arrivent plus à gagner de l'argent.
Mais j'espère qu'au cours du débat tout à l'heure, nous allons euh, beaucoup parler de tous ces éléments. Mais bon, je remarque que tu as fait exactement le temps qu'on t'avait donné. Merci beaucoup. Nous allons maintenant sur... OK. Si tu permets, je ouais, voudrais ajouter un élément qui est très important. C'est la ressource humaine. J'avais oublié de le mentionner. C'est la ressource humaine qui doit être très bien entretenue parce que ce sont des hommes et femmes qui regardent les dirigeants pour voir comment ils se comportent dans ces moments difficiles. Est-ce que les sociétés prennent soin d'eux en matière de sécurité et d'hygiène en milieu de travail? Est-ce que les chefs d'entreprise sont à l'écoute? Parce qu'à la reprise, je pense qu'un chef d'entreprise qui aura été à l'écoute de ses salariés, qui aura été présent quand la difficulté se pose, aura un personnel très dévoué et très motivé pour continuer. Je pense que c'est aussi essentiel. ouais. Merci. Ouais. Ça, c'est un chef d'entreprise soucieux du bien-être de son personnel qui parle. Je suis sûr que Patrice va revenir sur ça parce que je suis dans le secret des dieux, je sais de quoi il va parler un peu. Ok, merci beaucoup Eric. Je laisse ton micro quand même ouvert et j'ouvre le micro Merci. de Patrice pour aborder les deux sujets. Le premier sujet qui est sur le plan social. On doit quand même entretenir, puisque c'est ça la transition d'Eric tout à l'heure, on doit continuer par entretenir le personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu as un élément même à partager, une présentation à partager avec nous, Patrice. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Je vais d'abord commencer par remercier Vincent pour cette opportunité, cette initiative-là qui est vraiment, qui tombe à point nommé, qui va nous permettre tous d'échanger ici et de mieux faire connaissance aussi. Vincent, si tu veux, je crois que tu as la présentation. Je ne sais pas si c'est moi qui récupère l'écran, mais tu peux projeter sur toi. Je vais y aller, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Un instant. Oui, Donc, il n'y a pas de souci. euh, Alors, Vincent m'a sollicité pour échanger, pour partager notre aîné. Eric l'a dit, nous sommes ici pour échanger. Nul n'a la prétention de détenir le savoir. Nous allons tous échanger. Donc, je suis chargé de planter le décor en ce qui concerne un peu les enjeux au niveau social et au niveau fiscal pour les entreprises dans ce contexte de pandémie coronavirus COVID-19. Donc, nous allons échanger donc autour de ces deux thématiques. Nous avons fait une présentation sur PowerPoint. Je crois que Vincent s'acharne à faire la projection. c'est bon? Oui, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, les enjeux, d'abord au plan social. Nous avons voulu commencer par le plan social parce que nous avons compris que c'est le grand frère Eric en parlait tout à l'heure, c'est un enjeu crucial. Hein, et la première chose, c'est le regard des salariés. Et par rapport à ça, il y a deux grands impératifs pour l'entreprise et surtout essentiellement pour les dirigeants. C'est de concilier deux impératifs, je disais, le maintien de l'activité d'abord et puis la protection des salariés. Donc, comment faire la pondération entre la nécessité de continuer et également la nécessité de protéger les salariés qui constituent la ressource. Donc, c'est un tiraillement et nous allons voir quelles sont les dispositions possibles ou bien les mesures qui sont à la portée de l'entrepreneur. Alors, le premier élément qu'on pourrait utiliser, c'est le remplacement des salariés absents. C'est un élément important. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette pandémie, on va aller rapidement sur les points, et puis peut-être on va gérer les questions après. Il se peut qu'il y ait des salariés qui soient absents. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Donc, il faut gérer le remplacement des salariés. Peut-être travailler plus les salariés qui sont présents et au troisième niveau, modifier l'organisation du travail. On va parcourir tous ces points-là un à un, Vincent, pour voir ce que ça revêt comme connotation. S'agissant de
Le remplacement d'abord. Je pense qu'on est allé trop loin, non, Vincent? Ah bon, non. Le remplacement, oui. Non. Le détail du remplacement, Non. si tu peux nous retrouver ce slide-là. Je crois que les slides se sont peut-être mal posés. Je dois. Continue. Ce que revêt. Voilà, remplacement du salarié. Quel salarié il faut remplacer? D'abord, les salariés malades. S'il advenait qu'une entreprise, une usine ou bien une structure de production, disons tout simplement une entité, venait à être frappée par cette pandémie, nul doute qu'il y aurait des salariés qui seraient absents. Et quand ils ne sont pas là, il faut quand même continuer par travailler. Donc, il y a nécessité de les remplacer. L'autre aspect qui peut aussi engendrer des remplacements, c'est peut-être des parents d'enfants qui sont malades et qui sont également touchés par la pandémie, ou alors des relations, des gens qui sont obligés, bien que n'étant pas touchés directement, mais qui doivent rester à la maison. Donc, voilà les deux situations. Oui, ensuite, comment remplacer donc ces salariés? Il y a deux dispositions qui sont contenues dans notre code qu'on peut explorer. La première disposition, c'est de faire recours à des travailleurs intérimaires. On pourra peut-être expliquer ce que c'est dans les questions. Ou en fait, prendre également des salariés sous CDD, des contrats à durée déterminée d'un mois ou 2 mois. La difficulté étant pour l'employeur en ce moment-là de pouvoir anticiper sur la durée de la pandémie, puisque aujourd'hui, le gouvernement parle d'état d'urgence pour 3 mois, mais nous espérons tous effectivement qu'en 3 mois, on aura les pieds hors de l'eau, mais nul ne peut prédire exactement quelle sera la durée de ces CDD. On pourrait donc penser à des CDD à terme imprécis, comme le prévoit aussi le code général, le code du travail. Voilà. La suite. Alors, deuxième possibilité, c'est faire travailler plus longtemps les salariés présents. Ça suppose automatiquement que les salariés présents vont faire des heures supplémentaires dans certaines limites. Il ne faut pas trop exagérer aussi pour que les gens soient totalement fatigués et ne puissent plus revenir. Donc, quand on fait heures supplémentaires, ça suppose des coûts supplémentaires aussi, parce qu'il faut payer ces heures supplémentaires conformément à la loi. Ça va engendrer également aussi des adaptations au niveau de certaines dérogations légales. Notamment, nous savons que la répartition du travail hebdomadaire au Togo, c'est 40 heures, avec une obligation d'avoir des pauses d'environ 2 heures par jour. Donc, le recours, bien la nécessité qu'il y a de faire travailler un peu plus les salariés présents va amener l'employeur à déroger à ces réglementations-là. Cela suppose fondamentalement qu'il y ait négociation, qu'il y ait discussion avec les salariés, que tout cela soit planifié et on suscite leur adhésion dans ce contexte-là. Oui, donc je disais possibilité pour les salariés de travailler pour des durées un peu plus longues. Voilà. On va aller au-delà de 8 heures par jour, on peut aller jusqu'à 10 heures, comme on l'a dit. Il faut quand même penser aussi au repos, à 40 heures, on va déroger à tout ça. Et pour certaines structures comme les hôtels, les restaurations, etc., pour que ça fonctionne encore, il est possible également de faire travailler les gens les dimanches sans pour autant considérer les dimanches comme des heures doublées comme la loi le prévoit. Donc, ça nécessite également des discussions. Ensuite, s'il te plaît, Vincent. Allô, Vincent? La suite, voilà. Alors, l'employeur peut également modifier l'organisation du travail. C'est un élément important, très important. Tout à l'heure, Eric en parlait. Il faut innover, il faut s'adapter. Donc, l'aménagement, il y a deux sortes d'aménagements possibles. Il y a des aménagements qui vont entraîner une réduction d'effectifs et d'autres non. S'agissant des aménagements qui n'entraîneront pas de réduction, on peut parler du congé payé. Ça voudra dire que la façon dont les congés, pour peu que le salarié ait droit au congé ou pas, dans les conditions qui sont prévues par la loi, on peut anticiper, discuter avec les salariés et leur donner des congés pour pouvoir faire passer le pic de la pandémie. L'autre disposition qui existe aussi, l'autre dispositif qui existe dans le Code du travail, c'est le chômage technique.
Sauf que le chômage technique aussi, il est limité à 2 mois. Il est limité à 2 mois avec peut-être des obligations d'accompagnement. Ce qu'il faut retenir essentiellement, parce que le chômage technique, c'est une question qui revient souvent, les employeurs nous posent beaucoup cette question. Le chômage technique tel qu'il est prévu dans notre code est un préalable à ce que nous appelons les licenciements collectifs. Et donc, quand on est en chômage technique au Togo, on dit aux salariés que pendant la période de chômage technique, il est libre d'avoir des heures pour rechercher du travail ailleurs. Donc, ce n'est pas une mesure qui ait forcément été envisagée pour le cas d'espèce, mais on peut l'adapter, discuter, accompagner aussi le salarié pendant cette période-là pour qu'il comprenne la nécessité de maintenir quand même son appartenance à la structure. Maintenant, les aménagements les plus drastiques que nous ne souhaitons pas forcément, mais qui peuvent arriver, c'est les aménagements qui vont induire une réduction de l'effectif. Ça suppose qu'il faut aller maintenant à une résiliation du contrat. La question qui se pose est de savoir si on peut faire jouer la force majeure. La réponse est oui, sous certaines conditions. Il ne faut pas oublier un élément important. Le contrat de travail, sa résiliation ou bien sa rupture peut entraîner ou bien intervient, fait appel souvent au juge. Donc, la force majeure, un peu comme on peut évoquer également ce que nous disons, la faute lourde va fonctionner exactement comme la faute lourde. Ça veut dire que ce sera laissé à l'appréciation du juge, étant entendu que les éléments, les conditions générales qui sont prévues par le droit pour apprécier la force majeure, on ne pourra pas les laisser dans le cadre d'un contrat de travail qui est un contrat d'adhésion, un contrat où les parties ne sont pas forcément équilibrées, on ne pourra pas les laisser à la seule appréciation de l'employeur. Donc, il y aura forcément intervention de juge, mais c'est à un niveau plus loin. Premièrement, déjà, on pourra faire appel à l'inspection du travail pour vérifier et s'assurer qu'effectivement, les conditions ne permettent plus la continuité du contrat. Le deuxième aménagement, c'est le licenciement pour motif économique. Et il n'est pas très loin de ce qui a déjà été dit. Mais ici, on l'envisage souvent sur des formes beaucoup plus globales, c'est-à-dire que ce n'est plus 1, 2, 3 postes qui sont concernés, mais c'est plusieurs postes. On fait vraiment une procédure, on discute avec les syndicats ou bien les représentants du personnel et on voit comment on peut aller à ce licenciement-là. Oui, Vincent, s'il te plaît, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer sur la protection des salariés. Oui, tout à fait. Alors, le siège de cette disposition-là, c'est l'article 75 du Code du travail qui dispose que toute entreprise ou établissement de quelque nature que ce soit doit assurer un système de sécurité et de santé à ses travailleurs. Alors, dès que cette obligation est posée, elle a plusieurs déclinaisons. Quand nous verrons plus loin sur les questions, il y a plusieurs articles qui établissent un peu la responsabilité du travail, de l'employeur en ce qui concerne la protection et la sécurité des travailleurs au boulot. Alors, la pandémie met encore à jour ou bien actualise notablement cette obligation en ce qu'elle elle montre un côté où le salarié peut être mis en valeur ou bien peut être mis en avant vis-à-vis des risques parce qu'il vient au boulot. Donc, qu'est-ce que l'employeur peut faire? C'est qu'il doit éviter de mettre en danger ses salariés. Concrètement, si une information est sortie pour dire, voilà, telle zone ou bien telle localité est en quarantaine, on ne peut plus y aller, ce ne serait pas conforme que l'employeur exige du salarié d'aller faire une activité ou bien de s'y rendre pour vendre ou quelque chose. Deuxième élément, c'est les mesures préventives telles qu'elles sont communiquées. Il est demandé à l'employeur de prendre les dispositions pour assurer cette prévention-là dans le cadre de son boulot, de l'organisation qu'il met en place pour gérer la pandémie. Il peut afficher au niveau des portillons l'obligation de se laver les mains, ce qu'il faut faire, les gestes barrières. Il doit informer par rapport à ça pour qu'au moins tous ceux qui viennent au boulot aient l'information. Et il doit également innover dans la modification de l'organisation du travail, en adaptant peut-être le télétravail, la rotation, les changements d'horaire, restreindre l'accès aux locaux à certaines heures pour éviter qu'il y ait, on va dire, des attitudes de risque qu'on pourrait lui imputer après.
J'insiste sur le télétravail pour dire qu'en l'état actuel de notre législation sociale, ce n'est pas tellement réglementé. Mais beaucoup d'entreprises font le télétravail et ça marche plutôt bien. Donc, le télétravail, c'est comment s'organiser, comment le faire avec la connexion, quel est le suivi, quels sont les logiciels dont on dispose. À partir du moment où on peut donner du travail aux salariés et le suivre, on peut facilement faire recours à ce télétravail sans se dire que la loi ne l'est pas prévue ou ne l'a pas organisée. La nécessité de s'adapter l'exigeant. Oui, Vincent, la suite, s'il te plaît. Alors, mise en œuvre de la responsabilité de l'employeur ici, ce slide-là, on l'a juste prévu pour attirer l'attention de l'employeur sur un élément important dans le cadre de son obligation générale de protection et de sécurité. S'il s'avérait, nous restons strictement dans le cadre de la pandémie, s'il s'avérait qu'un salarié ait été contaminé par négligence ou bien compte tenu de l'inobservation des règles de prévention par l'employeur, il va de soi que cet employeur-là risque de mettre en jeu sa responsabilité civile et même pénale pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc, c'est un élément important qu'il faut avoir à cœur et s'assurer qu'on a mis en place toutes les mesures de prévention et de communication qu'il faut à l'intérieur. Deuxième partie, c'est ça? Alors, maintenant, nous allons parler des enjeux au plan fiscal. À ce niveau, les dispositions ou bien les mesures qui sont prises par l'État ou bien qui existent en l'état actuel des choses tournent autour de deux impératifs également. C'est l'impératif pour l'État de continuer d'assumer ses prérogatives. Donc, on doit avoir un État qui continue. Et en même temps, comment faire en sorte d'accompagner les entreprises pour leur assurer une survie nécessaire, aussi bien durant la crise qu'après la crise. Donc, nous avons glané ici et là quelques dispositions, on peut aller au slide suivant, qui aident l'État ou bien qui émanent de tout ce qui se fait aujourd'hui pour voir comment on arrive à juguler ces deux impératifs. Slide suivant. Alors, s'agissant du maintien de la continuité de l'État, il faut savoir que la dernière fois, lors de l'intervention du chef de l'État, je crois que c'était le 1er avril, le chef de l'État est intervenu, il a annoncé un certain nombre de mesures et à la suite de ce discours, les ministres également sont passés devant les médias pour donner les directives pour la mise en œuvre de ces mesures. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes toujours en attente des documents formels, aussi bien des ministères que des administrations, pour dire concrètement comment se déclinent les orientations qui ont été données par le chef de l'État. Ceci étant, à partir de ce qui a été dit, on peut déjà tirer un certain nombre de conclusions. Si on part du fait que l'État doit continuer, ça suppose qu'on doit maintenir les obligations déclaratives des entreprises. Et à ce propos, le dépôt des états financiers pour les entreprises, la date, c'est le 30 avril 2020 pour l'exercice 2019. L'ONECA a par un courrier saisi l'OTR pour lui demander de décaler le délai pour permettre aux entreprises face à la pandémie d'avoir un peu plus de temps. L'OTR a répondu en disant qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un délai, mais qu'on pouvait étudier des cas, des situations exceptionnelles au cas par cas. L'OTR a rappelé une disposition qui existe déjà dans le code qui permet aux entreprises de déposer des états provisoires qui seront valides pour 3 mois. C'est-à-dire que si vous déposez un état provisoire, vous avez encore 3 mois pour venir corriger. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si aujourd'hui une entreprise sent qu'elle ne sera pas en mesure de déposer les états financiers, nous allons lui conseiller d'adresser un courrier rapidement à l'OTR pour qu'on puisse lui accorder une dérogation express. Parce qu'il n'y a pas de dérogation générale qui soit accordée par rapport à ce délai de 30 avril. Le maintien également des obligations déclaratives mensuelles. Chaque mois, il est fait obligation aux entreprises de faire un certain nombre de déclarations, retenues sur salaire, retenues sur prestataire, TVA. Ces déclarations-là doivent continuer. Dans le formel, elles doivent continuer parce qu'aucune disposition n'a été donnée
ou bien aucune disposition n'a été prise pour dispenser les entreprises de ces formalités-là. Donc, les entreprises doivent faire très attention par rapport à tout ce qui se dit ici et là. Il ne faut pas penser qu'il y a un renoncement de l'État à l'impôt. L'État n'a pas renoncé à l'impôt sur la période. L'État est en train de soutenir l'État et les entreprises par d'autres mesures que nous verrons tout à l'heure. Les encours, une fois que les déclarations sont effectuées, les impôts que nous appelons les rares primaires, les encours sont normalement exigibles. Alors, maintenant, si une entreprise a des difficultés pour les payer, cette entreprise-là devrait prendre également attache avec l'OTR pour avoir également une disposition particulière par rapport à ça. Donc, retenons que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mesures formelles disant que les entreprises sont exemptées d'impôts pour cause de coronavirus. Maintenant, quelles sont les mesures que l'État a données quand même pour les accompagner? Nous allons les voir dans le slide suivant. Alors, la première mesure, c'est qu'on suspend les vérifications fiscales. Vous savez que nous sommes dans un système déclaratif d'impôt. C'est l'entreprise elle-même qui vient déclarer l'impôt qu'elle doit. Et le droit de cette entreprise de procéder ainsi a pour autre conséquence un autre droit que l'administration fiscale a, c'est de venir vérifier à des échéances données, sous réserve de droit de reprise, les vérifications des entreprises. Pendant la période de la pandémie, ces vérifications sont suspendues. Donc, si vous avez une notif qui vous dit qu'on va vous faire une vérification pendant cette période-là, vous pouvez considérer que la vérification n'aura pas lieu en définitive, ou si les gens viennent, vous pouvez leur dire que bon, la situation ne s'y prête pas. De toute façon, cette disposition-là, je crois qu'elle va de soi. Hein. Elle protège aussi bien les entreprises que également les vérificateurs qui vont être amenés à aller dans des entreprises et dans des milieux qui ne maîtrisent pas forcément ou bien qui n'ont pas le même niveau de sécurité et d'hygiène comme on l'aurait souhaité. La suspension des procédures de recouvrement. Alors ça, c'est le ministre des Finances qui l'a dit au soir du discours du chef de l'État. Et jusqu'à présent, nous sommes en discussion avec nos confrères de l'OTR pour savoir concrètement ce que ça recouvre. Ils ne sont pas encore revenus vers nous. De notre point de vue et des analyses d'experts que nous fournissons, c'est qu'il doit s'agir des recouvrements qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. C'est-à-dire que au sortir, par exemple, d'un contrôle sur pièce ou bien d'une vérification de comptabilité, il y a un AML qui est émis par l'OTR et qui vous enjoint de venir payer sous huitaine ou bien sous quinzaine. Alors, nous pensons que c'est cette procédure de recouvrement-là qui va peut-être être mise en veilleuse le temps de gérer la pandémie. Ça ne peut pas être, comme certains clients sont venus vers nous le demander, ça ne peut pas être la suspension d'un recouvrement au jour le jour ou bien des rares primaires. Pourquoi? Parce que si on se met à suspendre tout, nous allons arriver à une situation où l'État ne pourra plus fonctionner parce que l'État ne pourra plus faire des encaissements. Figurez-vous que le budget de l'État, il s'exécute de jour le jour. C'est bien pour ça qu'on fait payer les entreprises, les précomptes et tout et tout. L'État, nos États, surtout nos États qui sont des États fragiles, n'ont pas cette capacité-là d'avoir des sous qu'ils pourraient utiliser sur 2, 3, 4, 5 mois pour faire face à une situation comme ça. C'est difficile et forcément, il faut que les entreprises puissent faire les efforts sur ce qui est du paiement des rares ou bien des encours. Maintenant, l'autre élément qui encourage à ce niveau, c'est la suspension des pénalités automatiques de retard. Normalement, quand vous ne payez pas à date, il y a des pénalités qui viennent s'ajouter. Le ministre a parlé également que ces pénalités ne vont plus être exigibles. Nous pensons que ça voudra dire que qui dit pénalité dit au moins respect du délai d'abord. Il faut d'abord respecter le délai. Maintenant, si parce que vous avez fait la déclaration, vous n'êtes pas venu payer tout de suite pour des raisons de trésorerie, oui, je pense qu'une instruction ou bien une directive spéciale peut être donnée à l'OTR pour qu'on enlève les pénalités et permettre quand même aux entreprises de pouvoir payer le principal. On pouvait organiser. L'équité sociale aussi est menacée. Hein? Je n'ai pas suivi la question. Ah ouais, c'est vrai. On peut. C'est qui est celui-là?
Alors, dernière disposition fiscale qui est très intéressante, c'est que le chef de l'État lui-même l'a dit, ça a été repris par le ministre, c'est qu'il y aura une exonération sur tous les exonérations d'impôts et de droits de douane sur tous les matériels médicaux et les médicaments en lien avec la lutte contre le COVID-19. On pense notamment aux masques, on pense aux solutions hydroalcooliques, on pense peut-être aussi à la chloroquine, à tout ce qui va avec. Maintenant, la question qui se poserait de savoir s'il y a eu des évolutions, est-ce que des médicaments qui viendront après, au cas par cas, qu'une liste va être actualisée puisque c'est une pandémie sur laquelle il y a encore des recherches et des développements qui sont en train de se faire. La réponse pour nous devant être oui, parce qu'il faudra de temps en temps faire une mise à jour là, de la liste des matériels que l'État va et des médicaments que l'État lui-même devra reconnaître comme étant en lien avec la lutte contre la pandémie. Je pense que globalement, nous avons fait le tour des slides et nous restons disponibles pour les questions. On m'avait accordé une dizaine de minutes, je crois que je l'ai largement dépassé, donc je reste à disposition pour éventuellement les questions. Merci. Merci. Allô, Vincent, je t'ai redonné la main. Hein? Allô? Allô? Vincent, tu es là? Ton micro est fermé, Vincent. Ok. C'était pas erreur. Désolé. Ok. Oui. Donc, je reprends. Je vais pas essayer de résumer la présentation de Patrice, mais plutôt de préciser que c'était une présentation en deux parties. Sur le plan social, comment est-ce que nous pouvons continuer à entretenir notre projet. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir continuer à vivre. Est-ce que les gens peuvent fermer leur micro? N'oubliez pas que c'est ça qui va nous permettre de vivre. Excusez-moi, le temps que je ferme certains micros. Non. OK. Donc, je disais que nous allons maintenant, après cette présentation en deux volets, plan social, sur le plan social et plus sur le plan fiscal. Et sur le plan fiscal, on a remarqué qu'on n'a pas encore une situation où on nous propose, ou bien l'État donne une situation, fait des propositions pour pouvoir alléger notre souffrance en cette période, mais il s'est plutôt basé sur la loi, ce qu'on a déjà, et voir comment est-ce que nous pouvons continuer par vivre avec ça si les aménagements, les consultations et les mesures qui seront prises par le gouvernement arrivent, je dirais tant mieux. Je vais ouvrir le débat. Comme vous avez remarqué, ce n'est pas des enseignants qui sont devant nous. Ils ont essayé, Patrice et Eric ont essayé de planter le décor. Pour prendre la parole, vous allez, ceux qui utilisent l'ordinateur, non, prenez ce que vous voulez, vous essayez. Pardon? Bon, je disais, ceux qui utilisent l'ordinateur, vous cliquez en bas de votre écran, vous aurez les 3 points qui nous permettent d'aller dans un autre menu. Vous cliquez dessus, vous allez voir là où on demande la parole, vous cliquez sur la main. Mais ceux qui utilisent les smartphones, je crois que vous aurez, je ne sais pas si c'est une liste comme ça, vous devez avoir votre mail. Je vois Michel qui demande déjà la parole.
et vous cliquez dessus, vous demandez la parole. Nous allons prendre des questions 5-5, si vous permettez. Je vais prendre, oui, j'ouvre le micro de Eric aussi, puisqu'il doit peut-être reprendre. Je prendrai les questions 5-5, on ferme les micros, on laisse le débat. Si des gens ont des informations par rapport à une question, demandent la parole et puis je leur donne. Je vois la main de Michel. Michel. Non. Allô, Michel? Non, il ne fait pas signe. Vincent, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, oui, vas-y, le temps que les gens sont. Oui, merci. Pardon, j'ai fait de je voudrais. Qui était levé, j'ai coupé, relever la main, puis je vous fais signe. Oui, Eric? D'accord. Je voulais signaler la présence parmi nous d'un certain nombre de personnes qui ont une expérience internationale, qui ont des idées, enfin, de l'expérience sur ce qui se passe dans des pays en dehors de nos frontières, qui sont présents. Je voudrais qu'ils soient libres de pouvoir lever la main pour partager des choses avec nous, même si ce n'est pas lié aux présentations qui sont passées, mais qui peuvent éventuellement aider les chefs d'entreprise, que nous sommes pas un système de partage d'expérience que nous pourrons évaluer pour voir si ça correspond à nos besoins ou pas. Donc, qu'ils se sentent libres également, sous ta permission, de pouvoir lever la main dès qu'ils peuvent. Merci. D'accord. OK, merci. Un instant. Désiré, tu peux parler? Désiré Bénissant. Je peux parler. Oui, Désiré. Allô? Oui, Désiré, oui. Ouais, si tu actives mon micro, il n'y a pas de problème. Non, non, tu as le micro maintenant. Oui, Désiré, on t'entend. Oui, Désiré. Il y a deux Désirés sur la plateforme. Donc, Désiré Bénissant, celui qui avait... Allô, je pense que... Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, vas-y. Alors, je voudrais remercier les deux intervenants, M. Eric Ataï et Patrick Coco pour leur intervention. Ouais. Merci aussi à Vincent pour l'organisation de cette plateforme d'échange. Moi, je voudrais intervenir sur l'aspect un aspect des agents économiques, mais au milieu, il y a un opérateur aussi qui est très important, ce sont les banques. Ouais. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où les banques ne vont pas investir ne vont plus débloquer de l'argent dans les investissements lourds. Ouais. Il va falloir que les chefs d'entreprise aussi comprennent qu'aujourd'hui, aller se tourner vers une banque, c'est de solliciter un fonds de roulement. En français facile, c'est ce qui leur permet de maintenir l'activité sur 30 à 90 jours. Parce que les banques ne seront plus aptes à financer tout ce qui sera investissement lourd pour 1 an, 2 ans, etc. Ça, c'est le premier point que je voudrais soulever. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les banques elles-mêmes aussi, il y a un problème d'organisation. On ne se retrouve pas. Mais je pense que ça va venir pour qu'on puisse aussi s'aligner. Pour conclure, au fait, c'est un peu l'intervention aussi, l'importance des entrepreneurs de ne plus être seuls. Aujourd'hui, quand vous créez votre entreprise, que vous n'êtes pas membre d'une organisation socio-professionnelle, il est difficile pour vous d'être identifié comme étant un acteur qui a subi comment on dit ça, qui a subi des incidences. Si aujourd'hui, un entrepreneur reste dans son coin, qui n'est pas, par exemple, enregistré à la Chambre du commerce, qui n'appartient à aucune organisation socio-professionnelle, ça sera difficile. Donc, aujourd'hui aussi, c'est pour le moyen de ceux qui sont dans l'informel d'essayer à faire le pas, ne serait-ce qu'à se formaliser. OK. C'est bon?
Oui, c'est bon pour moi. Ouais. C'est Je bon pour moi. veux la main de Koutanji. Je lui donne la parole. Valère, si Désiré lui-même peut couper son parole. Oui, Vincent. Oui, Valère, tu as la parole. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'initiative. Merci aux présentateurs. On a bien appris, surtout au niveau des fiscs. Ma question, elle est celle-ci par rapport à la suspension de la TVA sur les produits. Récemment, pas plus tard qu'hier, j'ai acheté de l'eau, dont de l'eau minérale fabriquée au Togo, et sur ma facture, j'ai retrouvé de la TVA. C'était d'abord de voir si l'eau, qui est la base de la santé, ne faisait pas partie de ces mesures fiscales. C'est une question à l'appréciation de nous tous. Ensuite, concernant la gestion du personnel, il y a des activités. Exemple, moi, je suis un opticien. Les gens viennent à nous directement, quittant les hôpitaux, les cliniques. Ils viennent avec des ordonnances. Nous, on a estimé que c'était vraiment, vraiment dangereux et que le personnel était vraiment exposé. Et on a fermé. On a fermé depuis 2 semaines. Mais au vu et à entendre les participants et les présentateurs de ce panel, je pense qu'il va falloir réfléchir et trouver les moyens de continuer à mener les activités. Parce que quand même, les charges, qu'elles soient fixes ou mobiles, les charges continuent par être payées. Donc, voilà ma première inquiétude et puis l'expérience que moi je partage. Merci. Merci, Valère. J'avais vu la main de Eric, tu voulais intervenir, c'est ça? Avant de prendre d'autres. Oui, bon, comme je ne sais pas si on attend les 5 questions pour donner des éléments de réponse éventuellement, ou il faut répondre au tac au tac. Oui, pour le moment, je n'ai pas encore de main levée, donc tu peux commencer. Après, je donne la parole à Patrice aussi. D'accord. Je n'ai pas vraiment la mémoire des noms. La première personne qui a parlé de financement des entreprises, je m'excuse d'avoir oublié le nom. C'est Patrick, je crois. Hein? Non. Patrick Bénissant. Mon cher frère, bon, je comprends ton inquiétude par rapport au financement des entreprises, que les banques ne seront pas très disponibles pour financer des investissements lourds. Je voudrais juste te dire que les banques n'ont pas intérêt à faire ça. Et les dispositions qui sont prises aujourd'hui vont plutôt dans un sens d'une ouverture pour le refinancement de l'économie. Nous, on est un peu sous tutelle avec notre zone UEMOA, notre franc CFA. Vous avez vu un peu dans le monde, aux États-Unis, en Europe, il y a la planche à billets qui tourne pour pouvoir réinjecter beaucoup d'argent dans le système. Néanmoins, malgré notre situation sous tutelle, la BCEAO a pris des dispositions pour le refinancement des banques locales, par exemple. Il y a 340 milliards qui seront injectés aux établissements bancaires chaque semaine pour pouvoir financer l'économie. Ils élargissent même le champ pour comment on appelle, les mécanismes de financement. Ils élargissent également ce champ-là. Et il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que le système financier ne soit pas paralysé, au contraire, qu'il soit redynamisé. Parce que c'est en réinjectant massivement et de façon sérieuse de l'argent dans l'économie que la machine va redémarrer. Bon, ce n'est pas parce qu'on réinjecte des milliards que ça va se distribuer sur des tables au bord de la voie. Évidemment, il faut avoir, comme on le fait toujours, des dossiers intéressants, des dossiers bancables qui rassurent justement le banquier pour pouvoir vous financer. Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que pour pouvoir fonctionner aujourd'hui, il faut être dans des regroupements ou dans des structures comme la Chambre du commerce, la Chambre des métiers, etc., pour non seulement avoir les informations, mais se sentir soutenir.
pardon, c'est vraiment fondamental. Mais pour ce qui est du refinancement de l'économie, je pense que les banques ont même intérêt parce que l'activité ayant été paralysée, les dépôts vont baisser et si on ne lance pas rapidement, on n'injecte pas rapidement de l'argent dans le système, ben, on n'ira pas loin et ils le savent. Merci. Ouais, merci. Patrice, je suppose que tu vas intervenir sur les deux fronts. Alors, oui, Vincent, merci. Merci de me donner la parole. Merci aux intervenants. Merci à mon cher ami Désiré Bénissa et à mon ami Valère Koutandi pour leurs interventions. Sur la réponse qui a été faite par Eric à Désiré, je souscris entièrement. Je crois que je ne ferai plus beaucoup de commentaires. Mais je dirais juste en une phrase que nous sommes ici entre des partenaires ou bien des hommes d'affaires ou des entrepreneurs. Il faut comprendre, d'après les analyses qui sont faites aujourd'hui au niveau national ou international, que l'économie quand même est à un tournant décisif. Il y aura historiquement une économie d'avant la pandémie et une économie d'après la pandémie. Reste maintenant à chaque entrepreneur d'innover, de trouver des solutions de fonctionnement pour pouvoir être là à ce rendez-vous-là. Et je pense que l'Afrique aura un grand rôle à jouer. C'est mon point de vue. S'agissant de la question de Valère, alors il a parlé de suspension de la TVA sur les produits. Bon, voilà les difficultés que nous avons. Je n'ai pas, moi, entendu parmi les mesures la suspension de la TVA sur les produits. Je crois qu'au niveau des mesures sociales du chef de l'État, il a parlé de l'exonération de l'électricité et de l'eau sur les tranches sociales. Cette tranche sociale-là, pour information, déjà à Valère, déjà même les tranches sociales depuis, même quand on faisait les factures, si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas de TVA sur les tranches sociales depuis. Bon, maintenant, si on a acheté de l'eau avec la TVA, je crois que oui, il n'y a pas encore de disposition prise dans ce sens-là pour défiscaliser, du moins au regard de la TVA, l'eau, qui, je reconnais, évidemment, est une denrée de première nécessité. On a eu jusqu'en fin 2018 ou 2017, on avait eu un taux différencié de TVA de 10% sur un certain nombre de produits qui étaient considérés comme des produits de première nécessité. Mais cette disposition n'a pas été reprise par le nouveau code qui est rentré en vigueur en 2019. Donc, nous sommes à l'écoute. Je sais qu'il y a des discussions qui sont en train d'être faites au niveau de l'UTR, au niveau des directions pour voir ce qui peut être accordé à ce niveau, mais il n'y a encore rien d'officiel. C'est pour ça que c'est difficile de se prononcer sur l'étendue réelle de ces mesures-là. Bien sûr, la gestion personnelle, je pense que ce que Valère a fait en donnant congé est une bonne attitude d'employeur dirigeant parce que il fallait protéger dans un premier temps les salariés, mais la suite aussi, qui suscite des interrogations au niveau, est une suite logique, puisque, oui, il se pose la question de savoir combien de temps les salariés pourront rester à la maison et quel est le sort des salaires pendant cette période-là. Et c'est ça l'enjeu. Quel est le sort des salaires? Et normalement, nous avons pensé, comme l'a fait beaucoup de pays, moi je travaille dans un cabinet où nous sommes en réunion presque chaque semaine pour compiler les mesures de divers pays. Alors, ce qui se fait, c'est que dans certains pays aujourd'hui, des dispositions sont prises au niveau du ministère, des différents ministères impliqués, du ministère du Travail, du ministère des Affaires sociales, pour dire aux entreprises, voilà jusqu'où vous pouvez aller. Alors, si on considère que c'est des congés qui sont en train d'être donnés, naturellement, on va rester dans le cas du paiement des salaires comme on fait pour le congé. Sauf que le congé, en général, ne dépasse pas un mois sur une année. Si la pandémie ne s'arrête pas après le congé, que faut-il faire? L'employeur pensera forcément à ce que nous avons appelé au chômage technique. Le chômage technique aussi est enfermé sur une durée de 2 mois au Togo, en sachant qu'on va espérer qu'un mois plus 2 mois, ça va régler le problème. Mais alors, même pour le chômage technique, pendant la période de chômage technique, est-ce que c'est un chômage sec à 0 francs qui va être appliqué? Ou bien est-ce qu'on va faire un chômage technique
mais on dira aux salariés d'être disponibles à tout moment, comme le prévoit un peu la convention collective qui dit que quand on dit ça, quand on dit aux salariés d'être quand même disponibles pendant la période, ça suppose que le salaire doit être dû. Et si le salaire est dû, est-ce qu'il doit être dû en totalité ou bien dans quelle proportion? Alors, s'il est dû en proportion, c'est là où l'intervention de Désiré est intéressante pour moi, lorsqu'il parle des banques. Si le salaire est dû en proportion, qu'est-ce qui est dit aux banques sur les engagements que les salariés ont? Est-ce qu'on va prélever l'entièreté des engagements pendant la période ou on va dire que l'entreprise peut discuter avec la banque pour dire vous ne prélevez le salarié qu'à hauteur de telle proportion parce qu'il n'a eu un salaire qu'à hauteur de telle proportion? Parce que s'il faut prendre un demi-salaire et se faire bouffer ce demi-salaire par la banque parce qu'on a des engagements, on a toujours le même problème. Ce qu'on veut éviter, on retombe dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc, c'est toutes les couches impliquées qui doivent s'asseoir aujourd'hui pour dire, voilà les dispositions, voilà les directives dans lesquelles il faut évoluer. Et je pense que sur ce point-là, les pleins pouvoirs qui ont été récupérés par le gouvernement depuis, je crois, 2 semaines environ, 1 semaine en tout cas plus, doivent servir à sortir une foison de dispositions qui permettent rapidement de permettre à tout le monde de savoir véritablement vers où aller. À ce moment, à cet instant précis où nous parlons, c'est toujours du cas par cas. C'est chaque entreprise qui organise un peu la situation et ça risque de ne pas être intenable si nous devons aller au-delà de 2 ou 3 mois. Ça, c'est ça les grandes inquiétudes. Il faut que les directives soient claires pour tous, que les banques soient impliquées, que l'employeur comprenne que s'il prend cette décision-là, il va aller jusqu'à tel niveau. Il faut que la CNSS accompagne parce que la CNSS, c'est quand même 21,5% de cotisation sur le salaire pour l'entreprise. Est-ce qu'en ce moment où nous sommes tous en train de courir à gauche et à droite, on ne peut pas dire que la CNSS met en veilleuse cette obligation pour le moment pour permettre à la trésorerie de l'entreprise de souffler? On n'a rien vu jusqu'à présent du niveau de la CNSS. Donc, autant de questions qui sont là et qui se posent encore et nous espérons que dans les jours à venir, on aura plus d'éclaircissements pour aider l'employeur à pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour ne pas se mettre à risque au niveau juridique et au niveau fiscal. Je pense que comme ça, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a des apports, il pourra le faire aussi. S'il faut repréciser aussi, je suis disponible. Merci. Eric veut... Je lève la main en direct. Oui, oui. Je lève la main en direct. Donc, je veux pas par le système. J'ai vu la main d'Adiel juste après Eric. Oui. Ok, je peux intervenir après. Non, tu peux aller. Je peux aller? Ok, d'accord. Bon, non, donc c'était juste un petit mot par rapport aux prêts des salariés, les prêts que les salariés auraient contractés auprès des banques. C'est vrai que nous devons attendre beaucoup des dispositions formelles de l'organisation des banques ou de telle ou telle organisation, mais rien ne nous empêche également de prendre des initiatives. On n'est pas sûr que ça va être accepté, mais il y a des principes sur lesquels nous pouvons marcher. Je veux parler du fait que les banques n'ont pas le droit, sauf autorisation spéciale du tribunal, de prélever plus du tiers des revenus d'un salarié. Ils n'ont pas le droit. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 100 000 francs, on ne peut pas lui prélever plus de 33 333. Si pour des questions de crise, le salaire est réduit aux 3/4, c'est-à-dire 75 000, les revenus de ce salarié ne sont plus à 100 000 francs. En application de cette loi, on peut écrire à la banque pour lui dire, en vertu de cette loi, donc, les revenus du salarié ne sont plus de 100 000, mais de 75 000, parce que nous ne serons pas en mesure de faire ceci. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il doit avoir un nouveau plan d'amortissement à lui donner pour qu'il puisse continuer à prélever ça jusqu'à ce que la situation change dans un sens ou dans un autre. Moi, pour ce qui me concerne, ça n'engage que moi. Si un de mes salariés se trouve dans cette obligation-là, quand bien même j'ai signé un engagement de verser le salaire, mais je vais suspendre simplement le versement du salaire. Quand, au cours d'un mois donné, il aura prélevé plus du tiers, mais quand la crise passera, il n'a qu'à m'amener au tribunal, j'irai dire là-bas qu'il a enfreint la loi. C'est pour ça que moi aussi, j'ai suspendu mes engagements. Il n'a pas respecté son engagement de prélever le tiers du salaire. Donc, je le suspendrai. Un point, c'est tout. Je dois protéger mes salariés. Voilà.
Oui. Ça n'engage que moi. C'est le côté révolutionnaire. Ok. Merci. J'espère que, oui, Adiel, est-ce que j'ouvre son micro? Est-ce que je suis arrivé? Oui, je l'ai ouvert. Vous avez la parole. Ouais. Oui, merci. Et un peu pour aller dans la même direction de la question précédente, ça montre un peu la complexité de la situation. Je pense qu'elle est plus complexe qu'on peut l'imaginer parce que là, on parle de la personne qui doit à la banque. On ne parle pas encore des locataires qui doivent à leurs propriétaires et ces propriétaires qui peut-être ont aussi à payer la banque. Donc, c'est tout le système qu'il faut voir et ça nécessite, de mon expérience, ce que je vois dans beaucoup de pays, tant en Afrique qu'ailleurs, un engagement permanent entre les différents acteurs de chaque pays. Je crois que c'est le moment vraiment pour que tous les acteurs commencent à travailler ensemble parce que ça ne va pas pouvoir être réglé par un seul pan de l'économie. Ça va être partout. Mais revenons un peu sur le côté entrepreneurial et comment je pense que cette audience est beaucoup plus faite d'entrepreneurs et qui se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est une opportunité, moi, de ce que je vois. Alors, moi-même, je suis entrepreneur puisque j'ai des entreprises en Afrique, mais vivant à l'extérieur. C'est comment nous repensons la continuité de nos affaires. Ça pose un problème fondamental sur l'aspect business continuity de nos entreprises. Aujourd'hui, aucune entreprise dans cette crise ne peut plus ignorer la continuité des affaires. Qu'est-ce qui se passe dans différentes conditions et quels sont les éléments pour faciliter cela? Et ça, c'est un retour que toutes les entreprises, tout le monde peut faire sur quels sont les éléments fragiles de la continuité des affaires dans notre pays et pour nous, entrepreneurs. Une chose qui est apparue clairement pour nous, c'est l'accès à Internet. Quand on parle de travailler à distance, quand on parle de livraison de produits, quand on parle d'approvisionnement de produits, Internet et la connectivité devient critique. On ne peut plus aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, continuer à faire des affaires sans cet élément fondamental. J'écoutais un des participants qui était opticien qui parlait de la difficulté, puisque la proximité est critique dans son milieu d'affaires. Pour pouvoir prescrire des lunettes, il a besoin de rencontrer les gens aujourd'hui. Mais il y a des solutions qui existent aujourd'hui à distance où on peut faire de la prescription jusqu'à, je veux dire, la livraison des lunettes à distance. Et cet aspect, je pense que la situation actuelle va nous pousser à avoir une réflexion profonde là-dessus et voir comment revoir nos modèles économiques basés sur la digitalisation. Et juste pour rassurer tout le monde, c'est une réflexion qui se fait à tous les niveaux aujourd'hui dans beaucoup de pays et de façon très, très profonde. J'ai le privilège de participer à un task force africain sur la préparation digitale face au Covid. Elle est l'idée par le gouvernement sud-africain où il y a beaucoup de réflexions qui se font là-dessus et il y a beaucoup à partager et à apprendre de ce task force pour des entrepreneurs que nous sommes. L'autre problème, c'est le filet social. On en a parlé beaucoup. Cette situation elle va beaucoup impacter le filet social. Et ce qui se passe dans les pays, c'est un peu le gouvernement qui vraiment prend le leadership de sorte à ce que ce filet social ne soit pas complètement détruit avec la situation. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, à la fin du jour, le problème, il est économique. Si l'entrepreneur n'a pas les moyens pour continuer à payer ses employés, même si ne serait-ce qu'une partie, à la fin des comptes, ils seront licenciés, ils vont être chômage technique pour tout le monde, de l'entrepreneur jusqu'au travailleur. Et c'est là où les stimulus économiques viennent jouer. Et c'est une discussion, je pense aussi, qu'il faut avoir dès maintenant pour voir dans quelle mesure des mécanismes étatiques ou para-étatiques peuvent venir soutenir
les employés et ceux qui sont dans le service informel aussi, parce que sans ça, la crise va être terrible. Dans les pays occidentaux, ce qui fait qu'on n'entend pas beaucoup les gens, ce sont ces stimulus-là. Les gens, ils sont à la maison, mais ils sont rassurés en quelque sorte qu'ils auront de quoi manger, qu'ils auront de quoi boire. Si dans nos pays, nous n'avons pas ça, ça risque de déboucher à des crises sociales très graves. Je vais m'arrêter en parlant encore une fois de la résilience dans nos systèmes de production et d'approvisionnement. Ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir entre entrepreneurs, à voir comment la production locale peut venir compenser la dépendance de l'extérieur et comment nos systèmes d'approvisionnement peuvent prendre avantage des systèmes digitaux le plus possible de sorte à être plus résilients. Je vais m'arrêter là et puis… Merci beaucoup Adjel. Je vais donner la parole à quelqu'un, je n'ai pas son nom, je n'ai que le numéro 54. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Vous vous présentez, puisque votre nom ne s'affiche pas, vous vous présentez. C'est déjà. Bon, apparemment, je coupe. En attendant, je donne la parole à une autre personne qui est sur iPad, CCM iPad. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, donc vous m'entendez, parfait. Oui. D'accord, je me présente Claire-Marie et ma question est très simple en fait. Je fais des liqueurs aromatisées made in Togo et je voulais savoir si pour vous c'était le moment ou pas d'ouvrir la société, de la déclarer maintenant, pour la simple raison que pour l'instant elle n'est pas encore déclarée. Ah. Donc ça serait une SARL, mais en fait ce serait mon associé qui serait le gérant ou moi-même, mais il n'y a pas d'employé. Ah, ok. Je crois que Patrice pourrait réagir sur ça après, je suppose. Ok, merci beaucoup. Que je comptais la déclarer dans l'année, en fait. Okay. Et donc là, je m'étais dit, c'est le moment, il y a peut-être moins de monde au niveau du service des impôts et tout ça pour déclarer maintenant. D'accord. Patrice va votre intervention après. Merci beaucoup. Je peux répondre en même temps? Oui. Oui, okay. Je peux répondre à la question de Claire-Marie. Ok, rapidement. Alors, si je comprends bien, elle a en perspective d'ouvrir une entreprise au Togo qui va faire de… C'est ça, si j'ai compris. Je ne sais pas ce que c'est, la liqueur aromatisée. Des liqueurs. Pardon? Elle pense faire des liqueurs. Alors, des liqueurs, ok. Elle va les exporter après, c'est ça? Si j'ai bien compris. Je suppose. Ça va être exporté ou bien c'est une production qui va rester au niveau local seulement? La clientèle cible? Alors, je vais faire des hypothèses. Cette question est une question d'opportunité. Ouais. Alors, tant que vous n'avez pas déclaré vos entreprises au Togo, vous n'avez pas de numéro fiscal, vous n'avez pas de numéro RCCM, ça veut dire que si c'est une production qui est destinée à l'exportation, vous aurez du mal à l'exporter après parce que vous ne pourrez pas rentrer dans le process d'exportation. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux vous couper, mais j'ai déjà un numéro fiscal. OK. Donc, ça veut dire que vous avez déjà une société qui est en place, qui est déjà là. J'ai déjà eu 2 ou 3 sociétés au Togo, oui. Ah. Moi-même, de séjour, on me demande un numéro que j'ai pas eu le choix que d'en avoir un. Donc, j'en ai déjà un depuis
plus de 10 ans Monsieur le maintenant. modérateur. Ouais, oui. Nous allons peut-être ça. Oui, si vous à la permettez. fin, elle prend contact avec nous, on va le mettre en contact avec Patrice pour ces détails. Patrice, tu permets qu'on aille à une autre question et puis tu pourrais revenir sur ça après. Oui, Patrice. Donc, je donne la parole d'abord à… Si vous permettez, je peux tenter de réponse avec elle. Pardon? Je peux tenter un élément de réponse avec elle. Ok, rapidement. Ceux qui sont en ligne, de leur dire que je bien dit, c'est une question d'opportunité. Et puis, David Lengue, je ne sais pas qui c'est. Oui. Eric, vas-y. Oui, Patrick disait dans son intervention, c'est une question d'opportunité. Ouais. La question qu'elle nous pose, je pense que c'est elle-même qui peut répondre. Si elle produit quelque chose, c'est à elle de savoir si elle peut se faire approvisionner pour ses intrants. Ouais. Est-ce qu'elle peut avoir la ressource matérielle et humaine pour produire? Est-ce que les outils aujourd'hui lui permettent de distribuer sur son marché? Si c'est oui, elle fonce. Si c'est non, elle attend le moment opportun. C'est vraiment très simple. Les entreprises ne sont pas à l'arrêt, mais ça ne sert à rien de démarrer une activité, d'avoir des obligations fiscales si on n'est pas en mesure de s'approvisionner par rapport à ces intrants, ni d'avoir les moyens de production, ni le marché approprié. Si les conditions de production, de distribution et d'encaissement sont fonctionnelles, elle devrait foncer rapidement, puisqu'il y a des marchés, des entreprises aujourd'hui qui naissent et qui prospèrent. Ce qui me fait faire l'enchaînement en même temps sur l'intervention que mon ami Adiel a dit tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler rapidement Adiel Aklogan, qui a parlé avant notre ami entrepreneur de tout à l'heure. C'est une pointure au niveau Internet mondial. Et je pense que nous allons, en aparté, continuer à travailler avec lui. Il parlait de logistique et autre chose, entre autres. Ouais, je voudrais continuer sur cette lancée. Comment? Je vais m'assurer que Adiel te fasse une facture. Ok, vas-y. Qu'il me fasse une facture. Ok, d'accord. Bon, donc, je disais que ceci devrait être aussi pour nous une opportunité de faire évoluer nos activités. Parce que dans le monde entier, il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Le besoin pour nous n'est pas seulement national. Le besoin est mondial. Nous devons, si nous avons des informations à l'international, avoir la capacité de combler des vides énormes qu'il peut y avoir dans les Amériques, en Europe, en Asie, etc. Nous devons avoir l'audace de scruter ce marché-là et voir qu'est-ce qu'il est possible d'exporter ou de faire, ne serait-ce que comme prestation de service là-bas. Nous sommes un peu frileux dans le business, mais nous devons également regarder ce côté, ce qui serait source de devises importantes pour notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième et dernière chose, non, ce n'est pas la dernière chose. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, je suis sûr que l'État a beaucoup de difficultés pour avoir les éléments d'analyse. Ils ont la bonne volonté, mais ils n'ont pas les statistiques pour décider. Ils n'ont pas les leviers de décision parce que si je fais ceci, qu'est-ce que ça va entraîner? Si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Ils n'ont pas les statistiques. Je parle de ces affaires de statistiques depuis longtemps. Il est important que nos États se dotent d'outils statistiques importants. Pour étayer mon propos, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça, que j'ai souvent donné. Il y a quelques années, lorsque le président Yahi Boni était au pouvoir, moi, je n'étais pas au Togo, j'étais au Bénin. Lorsqu'il avait rendu gratuite l'école, tout le monde, au commencement, était heureux. Et puis, les gens ont commencé à manifester contre cette volonté. Quand j'ai cherché à comprendre, j'ai vu que massivement, les écoles étaient emplies, mais il y avait des enseignants en moins. Pourquoi des enseignants en moins?
simplement parce que c'est les petites cotisations que les parents payaient qui permettaient de payer les vacataires. Donc, ce qui était censé être une bonne mesure est devenu une catastrophe, surtout au nord du Bénin, à cause du manque d'informations de la part du président. Il faut que nos États se dotent d'outils statistiques puissants pour pouvoir prendre des décisions et anticiper les choses. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas donner de leçons. Mais je vais également partager une réflexion qui sera la fin de mon intervention en ce moment. Une réflexion. Et je voudrais vraiment qu'on puisse analyser la chose au lieu de le balayer d'un revers de main tout de suite. Si nous sommes là où nous sommes et qu'il y a cette panique, c'est que les structures de santé au niveau mondial, même ceux qui se disent champions mondial de la puissance mondiale, je veux parler des États-Unis et l'Europe, sont en panique totale par leur capacité ou plutôt leur incapacité d'accueillir leur population dans les hôpitaux. Ne parlons plus de chez nous. S'ils sont dans la débandade, ce ne seront pas nous qui diront autre chose. Mais ceci dit, à notre petit niveau, regardez un peu la somme qu'on donne comme allocation aux familles. 2 000 francs par enfant, par mois. 2 000 francs. La moyenne des enfants, moi je fais mes statistiques tout seul dans mon coin, ça fait 3 à peu près par famille. Donc ça fait 6 000 par mois, donc 72 000 par an. Si nous supposons que le nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui cotisons à la CNSS, nous sommes autour de 500 000 bénéficiaires, 500 000 fois 72 000, ne cherchez pas, ça fait 36 milliards. Ça fait 10 ans que je l'ai calculé. Ça fait 36 milliards. Donc, c'est 36 milliards de revenus récurrents. Ça veut dire que chaque année, si le chiffre de 500 000 bénéficiaires est validé, l'État peut avoir des ressources de 36 milliards par an. OK, soyons gentils. Disons que ce n'est pas 500 000 personnes, c'est seulement 250 000 personnes. Ça ferait 18 milliards 500 millions de revenus récurrents. Je sais que si, face à 18 milliards de revenus récurrents, on va vers un bailleur de fonds, SFI ou SFI pour des petits montants comme ça, je pense que ça peut aller, pour financer des hôpitaux avec des plateaux techniques importants, on peut. Vous me direz, l'argent appartient aux familles. On dira aux familles, vous êtes les actionnaires. C'est votre argent qui a servi à ça. Et au démarrage, on peut construire un grand hôpital. Moi, j'aime bien la région de Palimé, même si je ne suis pas de là-bas. Et ensuite, dans les autres villes, créer d'autres hôpitaux avec un plateau technique intéressant. Le financement existe. Il faut qu'on sorte du circuit formel de financement avec les bailleurs qui nous tiennent. Nous pouvons initier des financements innovants. La population peut participer au capital de cet hôpital-là. Ouais. Si nous avions les structures, ce petit virus ne pourrait pas nous faire peur comme ça. Ouais. J'en ai fini. Excusez-moi, j'ai parlé avec un peu de passion, mais je voudrais que nos pays africains, ce n'est pas seulement le Togo, qu'on puisse innover, qu'on puisse créer. Ouais. Qu'on ne reste pas dans ce que nous avons appris à l'école il y a des années. Oui. Merci. Merci Eric. Je vais prioritairement donner la parole à 2 personnes qui étaient en ligne depuis. Il y a un certain David, je ne sais pas, l'anglais, je ne sais pas qui c'est. J'active. Allô, monsieur, vous êtes en ligne, vous présentez? Allô? Oui. Oui, moi c'est Davis Kodjo. Ah, ok. Oui, le responsable de Davis Languages. Ouais. Ma question était déjà résolue, c'était par rapport au congé forcé, un peu comme notre ami praticien. Ouais. Donc, nous aussi, on était obligés de laisser nos employés partir pour 1 mois, c'est-à-dire, comme l'État l'a dit, les centres de... Nous sommes un centre de formation en langue, cours d'anglais, de conférences, traduction. Donc, on est obligé, puisqu'il y a la proximité entre les clients et nous, c'est des formations et autres, ils sont tout le temps en classe, c'est très très proche. On était donc obligé de fermer pour 1 mois. Donc, c'était la même question. J'ai eu ma réponse quand l'autre a posé la question. Okay, ce n'est plus vraiment de... Ok. Merci beaucoup. J'avais peur de vous priver de parole. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à un instant.
Un instant. OK. Oui, Madame Sama. Oui, Eddie, ça? bonsoir. Je vais bien, comment vas-tu? Très bien, merci. Vraiment, merci pour l'initiative. Ça nous édifie beaucoup. Ouais. Alors, et c'est beaucoup plus par rapport à la situation, vu qu'elle n'est pas assez claire sur la durée. Ouais. En tant qu'entrepreneur, nous savons que pratiquement tous les domaines sont touchés, mais il y en a un peu plus touchés que d'autres. Ouais. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous pourrons faire comme en tant qu'entrepreneur, activité qui peut nous tenir en haleine le temps que la situation soit réglée? Ça, c'est ma première préoccupation. La dernière, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme d'aucuns l'ont dit, il y a un impact donc, économique. Il y aura, disons, une post-crise, on va faire une crise post-Covid. Ouais. Et donc, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'entrepreneurs sur le plan économique pour pouvoir nous protéger, hormis tout ce que l'État et ses partenaires doivent faire? Merci. Merci. Il y a, vous allez réagir tout à l'heure, Eric et puis Patrick, même d'autres personnes qui ont les réponses, mais il y a des questions en ligne. Enfin, on m'a écrit des questions. Je crois que ça va plus à Patrice. Pour les employés qui sont en congé, hein, mais on leur fait observer lorsque vous avez quelques jours de congé non épuisés, alors qu'on fait faire des rotations au bureau, dans l'entreprise, comment ça va se passer? Est-ce que si vous faites 2 jours aujourd'hui, vous faites 2 jours de repos, est-ce que ça entre dans les congés ou bien comment ça se passe? Je ne sais pas si Patrice a compris. Oui. Oui, deuxième question. Oui, Vincent. Oui. Ah, OK. Oui. Bon, vas-y pour la deuxième question alors. Oui, la deuxième question, quels sont les éléments du salaire qu'on peut supprimer? C'est en tant que chef d'entreprise, nous sommes dans une situation critique. Quels sont les éléments du salaire qu'on peut supprimer pour que l'entreprise puisse alléger, soit un peu allégée par rapport à ce qu'elle doit payer à l'employeur? Voilà les 2 questions en ligne que j'ai essayé de résumer. Oui, Patrice, tu as la parole. Et puis, on va essayer de répondre, de réagir à la question de Mélissa aussi. Quoi faire en entendant? D'accord. Alors, la rotation, quel est le sort de la rotation? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il ne faut pas payer? 2 choses à savoir. Première chose, il y a la rotation active et la rotation inactive. Je donne un exemple pour la rotation active. C'est vrai, moi, je vais créer un projet comme ça. Les États africains vont se mettre ensemble. Bon, vas-y. Je ne vais pas fermer le micro de Mélissa. Oui, rotation active. Qu'est-ce que j'appelle rotation active? Par exemple, quand vous êtes en situation où l'employeur se rend compte que s'il veut faire venir, il a peut-être un effectif de 10 salariés. S'il veut faire venir tous les 10 salariés en même temps, il ne peut pas maintenir une distance de 1 mètre minimum, 2 mètres de préférence entre les salariés, compte tenu de l'espace qu'il a au bureau. Donc, il dit 10 vont rester à la maison, 10 vont venir au boulot. Mais les 10 qui ne sont pas au boulot sont peut-être en télétravail. S'ils sont en télétravail et donc sont toujours à sa disposition pour continuer le travail qui doit être fait, il va de soi que la rotation là est une rotation active, comme nous sommes en train de l'implémenter par exemple dans nos bureaux ici, et ça n'impactera pas le salaire. Maintenant, l'autre rotation, qui est la rotation inactive, c'est-à-dire que vous donnez 1 semaine ou 2 semaines aux salariés pour être à la maison, dès lors que ça va entraîner une réduction du salaire, parce que ça peut l'entraîner, il s'agira de s'asseoir avec les salariés pour discuter de cet aspect-là, de l'impact que cela va avoir. Ça va appeler nécessairement l'intervention de l'inspection du travail et de la sociale. D'abord, il faut discuter, prendre des mesures et que les mesures soient portées devant l'inspection du travail. Pourquoi l'autorité intervient toujours dans le contrat, je l'ai expliqué tantôt, dans le contrat de travail, parce que c'est un contrat d'adhésion, un contrat où on estime que les parties ne sont pas égalitaires. Il y a un employeur qui est toujours considéré comme très puissant et un salarié ou un employé qui ne peut pas dire grand-chose. Donc, il ne faudrait pas que pendant cette période aussi,
on accentue la précarité du salarié par rapport à ça. Sinon, c'est totalement possible d'aménager les salaires, réduction du salaire parce qu'on ne vient plus au boulot en temps plein. Il est normal que par rapport à ce qui est fait et que le salaire qui soit payé corresponde véritablement à la période qui est la période de travail effective du salarié. Cependant, bémol, il faut qu'il y ait un contrôle et qu'il y ait discussion entre les parties. Oui, oui. Au nom de la rotation, les moments où on est à la maison, on déduit ça du congé, c'est possible? Oui. Est-ce qu'on peut considérer la rotation comme des congés, c'est ça? Oui. Bon, la réponse, pour moi, elle est affirmative. Pourquoi elle est affirmative? Parce que lorsque le droit au congé naît, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà fait au moins 1 an de présence et qu'il a théoriquement des congés dont il peut jouir, normalement, les congés sont organisés d'accord partie entre les salariés. Le salarié demande tout parce qu'il veut voyager, faire ceci. Mais les circonstances exceptionnelles imposent qu'il y ait quand même une certaine dérogation à tout ce qui est autour pour amener les parties à voir comment s'en sortir. Donc, si ce droit qui est reconnu aux salariés peut être aussi mis en œuvre, mis en branle, pour qu'il puisse être à la maison, mais percevoir son salaire, quitte à perdre la possibilité qu'il a d'avoir des congés pour voyager après, de l'aménager le congé comme il veut, c'est des concessions réciproques, en fait. C'est des concessions réciproques que les parties doivent se faire dans le cadre de la gestion de cette crise-là. Nul ne doit penser qu'il doit tirer le drap exclusivement vers lui. J'ai eu des salariés qui sont venus, qui ont posé également cette question-là. Moi, j'ai dit que l'employeur a le droit d'organiser les congés et même de les imposer en ce moment. Sauf que j'attire l'attention de l'employeur sur un fait. Congé, c'est 1 mois. Ce n'est pas sûr que les congés seuls règlent le problème. Il faut également anticiper. Et là, encore une fois, c'est les négociations, c'est les discussions qui vont nous permettre tous de nous en sortir. Il faut que l'employeur et l'employé sachent tous les deux qu'ils sont dans le même bateau. Le bateau entreprise qui ne doit pas couler. Donc, chacun doit pouvoir faire des concessions. Et l'autre volet de la question des employés, enfin des salaires, en temps de crise comme celle-ci, si on veut réduire le salaire, quels sont les éléments du salaire qu'on peut réduire? Je vais donner un exemple. Il faut voir si il y a des primes ou bien qu'est-ce qu'on peut supprimer ou bien on peut suspendre sur les salaires dans cette période. Après, on revient sur c'est difficile d'indexer aujourd'hui parce que je ne connais même pas la nomenclature, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que le salaire de base ne pourra pas être impacté comme ça, sauf dérogation, sauf discussion à avoir sous la houlette de l'inspection du travail. Mais un cas quand même que nous avons réglé la dernière fois, c'est que c'est la conversion des indemnités de transport en allocation Internet. Tout à l'heure, notre confrère Adiel a expliqué la nécessité d'innover. Donc, quand l'employeur a fait passer ses salariés en télétravail, donc pour le salaire de fin mars, il les a appelés, il leur a dit, écoutez, vous êtes tous en train de me demander de vous payer des équations pour l'Internet et tout. Je ne suis pas en mesure d'alourdir encore mes charges, mais vous aussi, vous allez rester à la maison, vous n'allez plus venir au bureau tous les jours, mais vous avez toujours des allocations de transport, indemnités de transport ou indemnités kilométriques. Donc, nous allons nous entendre, nous allons convertir, nous allons considérer donc l'allocation là comme des allocations Internet. Donc, ça, c'est un compromis qui a été fait. Maintenant, quels sont les éléments qu'on peut supprimer sur un salaire? Je pense qu'il faut voir les éléments qui correspondent à des remboursements de frais qui ne seront plus effectivement dus ou bien ne seront plus effectivement utilisés par la période là et aller au cas par cas. Sinon, indexer aujourd'hui un élément comme le sursalaire, l'ancienneté, tout ça, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile. OK. Merci beaucoup. Il y a une question, je ne sais pas si Patrice a encore des questions en essence chez lui. Bon, il y avait la question de notre... Madame Sama.
Oui, qui parlait des possibilités de business dans cette période-là. Bon, je ne sais même pas dans quel domaine elle est. Elle est dans beaucoup de domaines, je peux t'affirmer, elle est dans beaucoup de domaines, restauration et autres. Bien, bien. Si elle est déjà dans la restauration, je pense que... Des produits... Oui, vas-y. Je pense que d'abord, la première chose qui marche bien, c'est de trouver le business connexe, ou bien qui se situe dans le prolongement de ce que vous faites déjà. Alors, si c'est la restauration que vous faisiez et que ça va être difficile aux gens de venir, essayez de voir si vous pouvez vous adjoindre à quelqu'un qui fait de la livraison. C'est une idée comme ça à laquelle je pense. Et peut-être quand on est dans la livraison aussi, comment faire les commandes. Il faut essayer d'avoir un circuit de bout en bout, un cycle de bout en bout qui vous permet d'être beaucoup plus présent chez vos clients et recueillir leurs besoins. C'est des idées que nous lançons, mais comme on a dit, il y a une économie d'après qui va être là et il faut que chacun sache identifier les opportunités. Ici, là, je beaucoup plus pour les fournitures parce que là, les services sont très limités et quand on prend les rendez-vous, ces rendez-vous sont annulés parce qu'il y a risque d'exposition et tout. Du coup, mon autre entreprise qui s'occupe donc des fournitures, entretien de bureau, besoins bureautiques, bah, ça ne marche pas. Oui, je crois que le défi pour nous, avant de donner la parole à Eric, c'est de voir de ces activités qui ne marchent pas ces temps-ci, puisque c'est ça le réel problème. Imaginez une minute que c'est la seule activité qui est là et que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait en ces temps-ci? C'est une question pour tout le monde, tous ceux qui sont dans le débat. Comme je l'ai dit, Eric et Patrice ne sont pas des experts venus, mais ils sont aussi des confrères qui peuvent partager avec nous. Si quelqu'un pense avoir une idée, parce que c'est comment ne pas arrêter de fonctionner et de pouvoir redémarrer facilement. Oui, Eric. Exactement. Oui, merci Vincent. Je voudrais remercier et féliciter Patrice tout à l'heure pour les réponses qu'il a données. Ça m'a vraiment rassasié. Donc, je voudrais commencer par ça et répondre aussi à notre sœur Sama. Je crois que c'est elle qui a posé la question. Hein. Bon, la première chose, lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on est en crise, on ne sait pas de quoi demain sera fait. La première réflexion, c'est la réduction de charges. Bon, Patrice a parlé de la réduction de charges liées au salaire parce que généralement, c'est le plus grand poste. Mais il y a aussi d'autres postes de charges qui sont importantes dans le compte de résultat qu'on peut regarder. Tout ce qu'il y a comme dépenses et qu'on peut supprimer et garder le fonctionnement, c'est déjà ça. Quand les revenus baissent et que les charges restent statiques, évidemment, le bénéfice baisse. Mais si on arrive à baisser les charges plus vite que les revenus, on peut être à flot. Ça, c'est un principe comptable ou mathématique, comme on veut. Ceci dit, comme j'ai dit au départ, je pense que Mme Saba n'était pas là. Il n'y a pas d'expert ici et il n'y a pas d'expert mondial non plus en matière de connaissance. Nous essayons tous de réfléchir à quelque chose. Et la réflexion est basée sur le fait que, en temps de crise, il faut chercher à rendre service aux autres moyennant quelque chose. Toute activité légale qu'on peut faire et qui répond aux besoins des autres se trouve rémunérée. Des gens qui n'ont pas la possibilité de sortir pour aller acheter quelque chose, je parle des pays développés, les vieilles qui sont plus fragiles, etc., aller acheter des choses pour venir les livrer dans ton quartier, c'est déjà quelque chose qui peut donner un peu d'argent. Il y a des restaurants qui tournent à moitié parce qu'ils ne peuvent pas être nombreux dedans et qui ont du mal à livrer des entreprises qui, elles, font des journées continues. Mais, quand les gens avaient 2 heures de pause, ils pouvaient sortir pour aller en ville, etc. Aujourd'hui, ils ont peut-être 30 minutes ou 1 heure. Mais voilà une occasion, comme disait Patrice tout à l'heure, pour faire de la livraison. Prendre des contacts avec les restaurants ou les supermarchés pour acheter, pour faire des courses et faire des livraisons à ces entreprises-là. On a besoin aujourd'hui d'entretenir régulièrement les entreprises, nettoyer le sol, nettoyer les poignées plusieurs fois par jour. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Ça peut être des idées de traitement. Il s'agit simplement de chercher à regarder son environnement
pour voir de quoi les gens peuvent avoir besoin pour essayer de répondre à ce besoin-là. Donc, quand on répond à un besoin chez quelqu'un, ben, ça peut être des centres de service, mais ça peut être également rémunérateur. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il est important de connaître son entreprise. Il est important de connaître le chiffre d'affaires moyen qu'on fait, de savoir, de voir un peu quelle progression, quelle régression va intervenir, quelle est la progression de charge, pour essayer de voir à quel moment les lignes vont se croiser pour passer en déficit. À quel moment les charges vont, enfin, en termes techniques, à quel moment on va atteindre le seuil, où on va descendre vers le seuil de rentabilité, puisqu'on est en décroissance. À quel moment la rentabilité va décroître pour atteindre le seuil de rentabilité, pour voir à quel moment il faut arrêter. Quand on connaît ces chiffres, on sait prendre des décisions, mais on sait surtout négocier avec les salariés. On sait négocier avec la main-d'œuvre pour dire, je dois me séparer des gens parce que voilà mes chiffres. Si je continuais, je risque d'avoir des soucis. Et tout salarié qui croit en la bonne foi de son entreprise et qui est en face des chiffres clés doit pouvoir accepter parce que c'est son emploi qui est sauvegardé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que c'est également une leçon pour nous de ne pas faire notre comptabilité que pour déposer le bilan en fin de l'année, mais que ça soit vraiment un outil de pilotage pour notre entreprise pour savoir prendre des décisions les moments venus. Je vous remercie. Je retiens la fin de ton intervention de ne pas faire le bilan pour juste aller déposer pour OTR, que ce soit un outil de pilotage pour nous, vraiment, vraiment important. On avait prévu, Eric, on avait prévu et Patrice faire 1 heure. Derrière vous, j'ai mis ça sur 1h30, mais nous sommes à 1h45. Je vais prendre la question de Eric Laté qui est en ligne, qui veut poser une question, je sais. Au moment où il est en train de poser une question, ceux qui pourront rapidement écrire leurs questions dans la boîte de conversation, on pourrait peut-être rapidement faire et finir. Il faudrait qu'on fasse vite. Ceux qui sont encore dehors, quand je vois Eric et Patrice, nous sommes dehors tous, il faut rentrer avant coup-feu, n'est-ce pas? Donc, ouais. Dans la passion du débat, il ne faudrait pas qu'on oublie. Eric Laté, tu as la parole. Allô? Oui, Eric, on t'entend. C'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y. Maintenant, c'est bon, tu m'entends? Oui, tout le monde t'entend. Allô? Oui. D'accord. J'ai entendu parler argent, banque, finance, mais personne n'a dit ce qu'on mangera lorsqu'on sortira de cette crise, ce qu'on mangera pendant la crise. Ma question, qu'est-ce qui est fait pour le monde agricole? Je suis paysan. Dans ce qui est fait sur le plan fiscal, qu'est-ce qui est fait pour le monde agricole? Peut-être une fille à mon ami Valère. Oui. Vas-y. On dirait que tu as un problème de connexion. Pour les risques, on a un problème de connexion. Oui. Ou bien tu es sur portable, tu es en train de bouger, tu peux... Il est encore au champ, c'est normal. Si j'ai un problème de connexion, je passe, je reviens dans 5 minutes. Je serai à la maison pour avoir une bonne connexion dans 5 minutes. Ou bien tu es au champ. Non, on finit dans... On a déjà dépassé... Non, je ne suis pas au champ, je suis rentré. On a déjà dépassé le temps. Mais, donc... mais... Bon, d'accord, ok, je vais essayer. Je pense que c'est bon maintenant, puisque je suis en vie, je suis au niveau de Sarakawa. Peut-être parce que je suis en voiture que c'est comme ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui suis au volant. Oui. Allô? Oui. Alors, je dis, j'ai toujours la parole? Oui, rapidement. D'accord. Par rapport aux statistiques, est-ce qu'on va parler de statistiques? Pour moi, on doit avoir plus de 100 000 émigrants à Lomé, alors que l'État ne prend que 60 000. Je prendrai peut-être un témoin, Vincent, qui a fait un travail lourd sur les émigrants dans ce pays. Je suis sûr qu'on en a plus de ça. Donc, celui qui parlait de la statistique, il a raison. Il faut que nos États puissent avoir de bonnes bases statistiques pour pouvoir travailler. Il y a quelqu'un qui a parlé aussi de pouvoir retenir les allocations familiales pour pouvoir investir. Ce système a été utilisé en Éthiopie pour financer leurs barrages quand ils avaient des soucis, pour trouver des bailleurs de fonds. Ils ont fait des retenues sur les salaires et chaque salarié est devenu
un investisseur dans leur barrage. Donc, c'est des méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir, comme on l'appelle, ce qu'on appelle le consensus de Dakar, pour sortir du cycle infernal des bailleurs de fonds qui nous pèsent dessus. Merci. Bon, Eric aborde de sujets importants, mais ça se coupe, on n'entend pas bien. Si tu as encore la possibilité rapidement d'envoyer ça par écrit, peut-être on pourrait lire d'ici, on finit dans 5 minutes le débat. D'ici là, je donne la parole à qui veut prendre, Eric et Patrice. Oui, je prends. Je pense que Eric a fait des apports aussi. Donc, sa question était relative aux dispositions fiscales qui sont susceptibles d'encourager le secteur agricole à cette date-là. Ouais. Alors, je vais dire que lors de l'intervention du chef de l'État la dernière fois, il a parlé de mesures qui sont en cours déjà pour soutenir le secteur agricole, que je ne maîtrise pas forcément. Ce ne sont pas forcément des mesures fiscales. Ouais. Mais ce que je sais sur le secteur agricole, c'est que depuis 1999, déjà, il y a une directive qui est prise pour défiscaliser les coopératives, d'abord les coopératives agricoles, et même l'IRPP catégorie bénéfices agricoles, qui devrait être dû par les agriculteurs, en fait. Cet impôt-là est suspendu. Ce n'est que lorsque vous voulez exporter les denrées alimentaires que l'on vous fait une retenue qui sert à cela. J'ai conscience que ces mesures ne sont pas encore suffisantes parce que, en réalité, quand on dit qu'on ne prend pas, c'est qu'on n'est pas en capacité de les prendre à ce jour. Imaginez-vous, il faut pour fiscaliser ou prendre les impôts les agriculteurs, il faut faire le tour, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut faire, c'est de doper aujourd'hui l'agriculture togolaise. Je pense que le PND en a parlé. Je ne sais pas là où on en est dans la mise en œuvre. Il faut doper l'agriculture, il faut investir, il faut aller vers un agro-business plus dynamique. Beaucoup d'idées sont là. Quand tu lis le PND, il y a beaucoup d'idées. Je sais qu'il y a des choses qui se font au niveau du MIFA, au niveau d'autres structures encore connexes. Mais sincèrement, de mesures fiscales, je n'en connais pas d'autres à part celles que je viens d'énoncer. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter à mon cher ami Eric. L'autre Eric, tu veux dire. Eric Ataï, tu... Ouais, on tombe vers la fin. Oui, je peux dire quelque chose. Ouais. Oui, tu dis. Oui, je peux y aller? Oui, vas-y. Oui, j'ai écouté les propositions de notre agriculteur, mais ce n'est pas un agriculteur simple, c'est un agriculteur moderne qui roule en voiture, c'est ce qui se passe à l'international, qui a de belles réflexions. Donc, c'est un opérateur économique à part entière. Ce n'est pas l'agriculteur avec le nom péjoratif. Ceci dit, bon, sans vouloir le vexer, je ne suis pas sûr, en fonction de ce qu'on produit, que les agriculteurs aujourd'hui soient réellement en crise. Lorsqu'on a une agriculture un peu mécanisée, ce n'est pas parce qu'il y a crise qu'on va arrêter de manger. C'est vrai que la demande serait moins forte, puisque les gens auront moins de revenus, mais on va continuer à manger quand même. Ce qui sera un peu difficile, c'est ceux qui sont dans le secteur de l'exportation, qui prennent des produits qui sont tournés vers l'exportation. Ils auront un peu plus de difficultés par rapport à la rotation des bateaux pour que les produits partent, etc. Il peut y avoir des difficultés sectorielles comme ça. Mais le commerce des marchandises n'est pas arrêté. Même la route, quand on parle Lomé-Ghana, Lomé-Cotonou, la route est fermée pour les individus, mais pas pour les marchandises. De même, il y a des avions cargo qui arrivent, DHL continue de livrer. Moi, je reçois des pièces détachées. Une pièce est disponible en Finlande il y a une semaine, je l'ai reçue hier. Bon, un peu comme ça. Les bateaux aussi fonctionnent un peu plus difficilement. Mais je crois que le gros problème n'est pas vraiment au niveau des agriculteurs. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je crois que c'est un secteur très sensible et l'État est, à mon avis, par rapport au discours que je vois, est très sensible à cela.
puisque c'est une bonne part du PND, et dans le discours, on l'a retrouvé. S'ils sont organisés, comme on le disait au début, ou quelqu'un l'a dit, et qu'ils portent de façon commune les difficultés, et que l'État voit que c'est vérifié, je suis sûr que l'État n'hésitera pas à les accompagner parce que c'est dans l'intérêt de tous. Donc, c'est de pouvoir avoir les informations, de les analyser, de les présenter pour que ça soit acceptable, et je crois qu'ils n'auront pas de difficulté à se faire entendre. Bon, c'est vrai que nous sommes des businessmen, on peut essayer de pouvoir profiter de la situation, mais si chacun donne des informations fiables de ces difficultés, l'État a tout à fait intérêt, a le devoir, mais l'obligation de pouvoir accompagner les uns les autres pour que nous puissions repartir convenablement. C'est parce que les entreprises vont produire que l'État pourra encaisser des impôts et que le pays sera en paix. Voilà. Je vais finir avec ça, mais je vais quand même poser une question, peut-être en offre, vous me le direz. Il y a le MIFA, il y a des mécanismes de financement de l'agriculture. Mais est-ce qu'il y a des centres de formation qui sont créés pour former les jeunes à l'agriculture et à l'économie agricole? Je ne sais pas. Je pose la question, on peut me répondre après, ou si quelqu'un sait quelque chose, c'est peut-être intéressant. Ok, merci Eric. Je vais, en off, comme tu as dit, on va essayer de te donner la réponse. Le dernier mot de Patrice, nous sommes à 7 heures GMT. Peut-être il y a certains qui vont mettre 2 heures de temps pour arriver chez eux. Oui. Oui, Vincent, je te remercie pour cette initiative-là. Je sais que ça nous a tous permis d'apprendre. Tu as beaucoup appris, tu as fait beaucoup d'innovations techniques pour pouvoir nous amener à ce niveau-là. Personnellement, c'est le premier webinaire que je fais comme ça à Lomé avec beaucoup de participants. Généralement, on le fait avec des partenaires hors du pays. Ça s'est très bien passé. Je remercie tous les participants. Je pense qu'on va encore recommencer cet exercice-là très bientôt sur d'autres points. Il y a des questions juridiques qui ne manqueront pas aussi d'impacter la vie des entreprises. J'ai vu quelqu'un qui a parlé de loyer là-bas. Ce que je veux seulement dire, c'est que en cette période, quand effectivement c'est la crise Covid qui vous impacte, négociez, concilier, approcher le locataire ou bien le propriétaire d'immeuble, discuter avec lui des difficultés que vous avez et essayer ensemble de trouver une solution. Ne pensez pas que en restant dans votre coin, l'autre va anticiper ou va imaginer votre difficulté. Il faut aller vers lui, la lui exposer et en toute bonne foi discuter pour voir comment vous allez tous vous en sortir. Je crois que c'est mon mot de la fin pour ce soir. Merci à tous et merci à très bientôt. Merci à tout le monde. Eric, tu voulais agir? Oui. Oui, je vais faire mon petit mot de la fin aussi, mais vraiment pour te remercier parce que je sais que tu as passé du temps à organiser cela. Tu as appelé des gens, tu es chef d'entreprise dans ce moment de crise, mais tu as perdu du temps pour aider les autres dans cette activité bénévole. Je pense que c'est important de le mentionner et de te féliciter, de féliciter aussi tous ceux qui ont bien voulu participer et qui ont apporté leurs idées, qui ont posé des questions. Je remercie les gens que j'ai invités aussi qui ont participé et à très bientôt. Peut-être que tu devras renouveler ça, Vincent. Merci. Merci beaucoup. Eric, je ne vais pas faire ton commentaire. Mais merci beaucoup parce que j'ai eu l'idée. Je remercie tous ceux qui se sont connectés. Je remercie, je ne vais pas citer. À un moment donné du débat, on était à 42 connectés. Mais malheureusement, certains avaient un problème de son, ils revenaient. À un moment donné, on était une trentaine. J'espère que pour la prochaine fois, on aurait peut-être une séance 30 minutes avant pour permettre aux gens de corriger les problèmes de connexion. Eric en a eu il y a le vendredi passé, mais on a essayé de corriger. On aurait pu faire la même chose avec les autres, mais désolé. Et je vous promets qu'on aura une autre séance, soit ça ne coûte rien, de partager entre entrepreneurs les idées pour pouvoir sortir de cette crise.
et surtout de nous permettre d'être au point à la fin de la crise, parce qu'il ne faudrait pas que la crise nous emporte. Merci, et je vous informe que d'abord, la présentation de Patrice serait disponible. Bon, ceux qui pourront m'envoyer un message, je peux leur envoyer par WhatsApp, mais voilà, je crois que le numéro est affiché, mon numéro, pour pouvoir envoyer ça par WhatsApp. Mais souffrez que j'arrive au moins à la maison avant 20 h, avant de vous envoyer. Je vais vous envoyer la présentation de Patrice et ceux qui vont demander. Et autre chose, la séance est enregistrée. La séance est enregistrée, donc nous voulons voir comment on pourrait exploiter ce débat. Donc, c'est important d'informer les gens que toute la séance est enregistrée. On avait prévu faire 1 heure. J'ai triché en mettant 1h30 sans dire à Eric. Voilà que nous sommes à 2 heures parce qu'il y avait de la matière. Merci à tous et je dirai à très bientôt. Peut-être pour la fin, si tout le monde veut ouvrir sa caméra, peut-être ça me permet de voir tous ceux qui étaient là. Ouvrez vos caméras si vous pouvez encore. Je vois Madame Delali, je vois Michel. Michel, oui. Michel me disait qu'il y avait 2 Michel connectés. Voilà. Amira, oui, je vois Amira. Mais il n'y a que des chefs d'entreprise, oui. Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Carmen, je vois tout le monde. Ouvrez vos caméras pour que les autres puissent voir encore. Ah, il y a des gens qui s'habillent bien. C'était très riche. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Vincent, si tu permets. Merci beaucoup. Qui parle? Rapidement. Vincent, même les étrangers étaient là. Ah. Eric revient, on y a quoi? Comment? Non, j'entendais la voix de Eric l'agriculteur. Mais il y a quelqu'un qui souvent je fais un coucou à Vincent, si tu permets. Merci beaucoup. Même les Nigériens ont participé. Que tu es connecté. Ouais. Désiré connaît la personne. Ah, Désiré connaît la personne. Qui aussi connaît la personne. Ah, okay. C'est Madame Higuet. C'est Madame Higuet, au fait. Vincent. Ah, ok. Ah, Madame. Restez, Madame. Bonjour, merci beaucoup. Vincent, juste 10. Merci pour tout. Juste 10 secondes, Vincent, si tu permets. Merci pour tout. À très bientôt. À très bientôt. Vincent, 10 secondes, si tu permets. Puisque c'est enregistré, est-ce qu'on peut envoyer encore le lien à ceux qui n'ont pas suivi pour pouvoir venir donner le lien à ceux qui veulent sur le débat. On va discuter de ça en offre, puis je vous dirai comment. D'accord. Vincent. Ok. Allô, Vincent. Merci encore et puis bonne soirée à tout le monde. Rentre avant le coup-feu. Alors, en termes d'activité, je suis vendeur de masques chirurgicales FFP2 N95, avis aux acheteurs. Eric, tu auras une facture pour ça? Oui, Désiré. Hein? Tu auras une facture pour la publicité gratuite. Et il faut venir. Publicité. On a dit reconversion d'activité. Je dis encore, je me suis reconverti. Ok, merci. Un informaticien agriculteur. Il est informaticien agriculteur et puis maintenant, il se lance dans la communication. Et ceux qui sont rentrés manger. Allez, merci à toi, Vincent, merci à Patrick, merci à Eric pour la présentation. Ouais. C'est un plaisir. Ouais. Patrick, ça fait un bail. Oui, Eric, merci. Patrick, ça fait un bail. Oui, je viendrai te voir à la ferme bientôt, t'inquiète. Après Covid, viens manger du poulet. C'est ça, c'est ça. Après Covid. J'y tiens vraiment. Ouais. Ok. Allez, bonne soirée à tous. Merci, au revoir et à la prochaine. Ouais, merci Vincent.
Bye bye. Ouais.